Sinon, t'es un failure virgin, pas le couchsurfing virgin, mais... Exactement, un failure virgin. Bienvenue sur le podcast Yaniro, podcast dans lequel toutes les 2 semaines, je rencontre un entrepreneur pour discuter avec lui des coulisses de son aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'interviewe Yannick Namia, serial entrepreneur actuellement président de Nable, une solution de recueil d'avis clients alternative permettant aux lieux de commerce de reprendre le contrôle sur leur note TripAdvisor. Dans cet épisode, Yannick parle de ses différentes entreprises et nous raconte en détail la difficile expérience de la revente de sa boîte. On parle de ce qu'est censé faire un CEO dans une boîte autonome et automatisée, de la semaine de 4 heures, mais aussi de pacte d'actionnaires et de son statut de Couchsurfing Virgin. Bonne écoute! Yannick, bienvenue sur le podcast Yaniro. Je suis vraiment content de t'avoir et puis pour lever un secret de Polichinelle, c'est par Sylvain, donc la dernière personne qui a été interviewée dans ce podcast qu'on s'est rencontrés. J'ai un peu coutume d'essayer de faire de mon mieux pour présenter ce que tu fais parce que toi tu le fais souvent et ça sera à toi de me dire de 1 à 10 ce que ça a donné. Donc tu es le fondateur et le président de Nable. Nable, qui est une solution qui permet aux magasins, aux restaurants, aux hôtels de recueillir les avis de leurs clients directement sur place, avec tout un tas de différents moyens, que ce soit un modèle tablette, modèle numéro de texto à envoyer avec des chevalets, et ce qui a l'avantage pour des restaurants, des magasins, de venir reprendre un peu le contrôle de leur réputation en ligne et de remonter un peu leur score TripAdvisor de 1 point même, si je dis pas de bêtises dans le pitch commercial. Merci Alexis de l'invitation, merci Sylvain aussi de la recommandation. Et la description est parfaite, c'est exactement ça qu'on fait. On existe depuis un peu moins de 3 ans maintenant. On va passer la barre des 500 clients, on a une équipe d'une dizaine de personnes. Et on est basé en France et on a une petite partie US aussi qu'on va développer un peu par la suite. Ok. Tu es aussi le fondateur de Pélican, qui est un catamaran autonome qui ramasse des déchets flottants. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard. C'est beaucoup plus difficile de trouver de l'information sur celui-là. Bon, ouais. Et alors, je te partage mon effroi parce que quand j'ai un peu fait du stalkage en règle, je me suis rendu compte que tu as été président de solution NetInUp Réseau, Devin, Manger dans le quartier, Hungry Up, ma clientèle. Donc là, je me suis dit, oh là là, je suis en train de faire un épisode de 4 heures, alors qu'en fait, c'est un système aussi de société mère, c'est ça? Ouais, exactement. Devin, c'est la première société que j'ai créée en 2004, juste à la sortie de l'école d'ingé, qui est devenue finalement une holding par la suite. J'ai fait remonter toutes mes parts dans cette société, ce qui est d'ailleurs un sujet qui est assez intéressant, le fait d'avoir ses parts en perso ou à travers une société. On peut en parler aussi, notamment c'est intéressant quand on revend une boîte au niveau fiscal. Effectivement, alors tu sais, ma première société, c'était finalement Asolution, la première vraie société. On faisait la création de sites web, créé en 2006, revendu en 2017. Et donc société où on a automatisé une très très grande partie du processus. On faisait du site internet personnalisé, mais avec une grande partie d'industrialisation. Donc on faisait en quelques heures ce qui prend que plusieurs jours normalement un graphiste, un développeur, etc. Donc c'était un petit peu Wix avant Wix, mais made in France et avec aussi une partie de référencement, une partie de conseil. Ce que toutes ces plateformes en ligne ne font pas. C'est une société au final où tu as parlé de NetInUp. En 2013, on a décidé. Alors, on vendait uniquement à distance via des campagnes AdWords, via de la communication en ligne. On faisait nos ventes que comme ça. Et finalement, en 2013, on s'est dit tiens, on a envie d'avoir une présence locale. Et la présence locale, elle passait par des commerciaux sur place. Donc là, tu as 2 choix. Soit tu fais des agences en propre, soit tu crées un réseau de franchise. À l'époque, on n'avait pas de levée de fonds. On était encore tout en fonds propres. On s'est dit, tiens, on va faire un réseau de franchise. Et ça va nous permettre d'aller plus vite. Et ça va nous permettre de couvrir le territoire de manière facile. Enfin, facile. Pas facile, parce que l'histoire de la création d'un réseau de franchise, elle est très compliquée. Mais ça va nous permettre de couvrir le territoire plus rapidement que si on le faisait nous-mêmes. Voilà. D'où l'histoire de NetInUp, où on est monté à une 40aine de franchisés. Et quand tu as une agence web comme Asolution, tu es très très souvent sollicité pour faire d'autres projets. Ça a été le cas
pour Hungry Up qu'on a créé avec Maxime Trouche. C'est une société que j'ai créée finalement juste après le MVP, c'est ce qu'on avait prévu avec Maxime, une société qui existe encore, qui a pivoté quelques fois, mais qui existe encore et qui marche bien aujourd'hui. Et puis après, tu as cité Manger dans le quartier. Manger dans le quartier, c'était une de mes idées. On faisait un guide papier des restaurants qui étaient à moins de 5 minutes à pied de ton lieu de travail. Donc on distribuait des guides très très bien faits, très bien designés dans les bureaux. Voilà, c'était un beau projet, mais bon, on peut pas tout faire. On l'a stoppé celui-là, et pourtant c'était financièrement plutôt, ça marchait plutôt bien. On aurait pu en faire une société, mais on l'a pas fait. Et au même moment, on a commencé à travailler sur Nebel. Donc c'était en 2016, et c'est ce projet-là sur lequel j'ai décidé de me focus après. Et alors, parce que tu dis on peut pas tout faire, bon, t'as fait beaucoup quand même. On va revenir sur des moments un peu, que tu juges importants, toi, de l'histoire de tout ce que t'as monté. Parmi les recherches, il y en a que j'ai faites. Il y en a une qui m'a bien fait sourire parce que c'est un espèce d'instantané d'une autre époque. Alors déjà, je t'ai trouvé sur Copain d'avant, donc je n'ai pas pu faire grand-chose de ça. Mais par contre, j'ai vu le profil que tu as créé sur Couchsurfing, qui a dit des choses très intéressantes. Est-ce que tu te rappelles à peu près tu as 37 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et donc, ton profil, je vais le faire en français, c'est 31 ans, j'ai créé une compagnie il y a quelques années, j'essaye de faire en sorte que ça marche, et je suis un Couchsurfing virgin. Alors, la double question que j'ai à te poser, c'est est-ce que tu arrives à reconnecter avec cette période où tu te dis où j'ai monté il y a quelques années une boîte et j'essaye que ça marche, et deux, est-ce que tu es un Couchsurfing virgin encore? Sachant qu'on est dans un Airbnb là en plus. Ouais, je suis toujours un Couchsurfing virgin, j'ai jamais fait et j'ai jamais été contacté. Je pense que mon profil était pas très attirant. Est-ce que j'arrive à reconnecter? Ouais, 31 ans. On est où dans les boîtes? C'est quelle boîte que tu as lancée il y a quelques années? C'était Assolution à l'époque. Ouais. C'était Assolution qui avait 6-7 ans, donc qui venait de passer le million et demi de chiffre d'affaires. C'était l'époque où je venais juste de racheter les parts de mon associé. Assolution, c'est une société qu'on a montée à deux avec Christian Sainz, qui était à l'époque commercial et moi technique. Il a quitté la société en 2012, je lui ai racheté ses parts j'étais seul à bord. Je pense que c'est juste le moment où je venais d'être seul à bord, donc un peu d'humilité sur le fait de faire marcher la machine tout seul. Et envie d'inviter des gens du monde entier chez toi sur ton canapé. Ouais, après les voyages, c'est un peu ce qui a formé mon envie peut-être mon envie d'entreprendre aussi, un peu cette envie de liberté et de pouvoir partir un peu quand on veut. Alors c'est un peu ce qu'on pense au début et puis on se rend compte que c'est pas exactement comme ça que ça se passe après, mais ouais, les voyages, ça a formé un petit peu ma culture entrepreneuriale aussi, clairement. Ouais. Et si ça te va, moi je te propose qu'on parte un peu de ce moment-là parce que ça me semble un bon point de départ. On pourra faire des retours arrière ou avancer un peu plus vite. Donc tu as repris les parts de ton associé, ouais. Et tu as une boîte qui fait ses preuves mais que tu veux encore passer au stade supérieur. Déjà cette notion de entreprendre en solo. Alors en solo, t'avais une équipe, mais d'être le capitaine des choses, et c'est un sujet dont on a parlé un peu juste avant l'interview. Comment tu le vis à ce moment-là? Parce que là, c'est le moment où tu bascules de duo à solo. Alors ouais. Je sais pas d'ailleurs pourquoi, est-ce que ça c'est... vous êtes séparés à ce moment-là? Ouais, écoute, ça faisait 6 ans qu'on avait la boîte à deux, on avait des rôles qui étaient quand même assez bien définis, moi plutôt technique et lui commercial, administratif. On a 15 ans de différence, il a 15 ans de plus, des moments de vie qui sont différents aussi, et c'est vrai qu'à ces moments-là tu n'as plus forcément la même énergie à donner. Lui la boîte marchait bien, donc il était ambitieux, mais moins que moi à l'époque, où je me disais pourquoi pas en faire une boîte qui fait 100 millions. Lui, il n'avait pas la même vision que moi à ce moment-là. On s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment de séparer nos chemins. On l'a fait de manière très, très propre, on se voit encore. Et c'est effectivement un moment assez effrayant, puisque tu passes de gérer des développeurs, gérer un système... gérer un système qui crée des sites web, à devoir tout d'un coup manager toute une équipe. Tu parlais presque pas au comptable, finalement maintenant c'est toi qui parles au comptable, le juridique, l'administratif, etc. Et
tu deviens seul maître à bord. C'est des moments qui sont à la fois excitants, mais où tu as beaucoup de doutes, parce que tu peux douter un peu de ta capacité à faire. Le fait est que tu y arrives parce que tu as un peu d'expérience et tu compenses aussi par des heures de travail en plus. Mais c'est clairement très, très... c'est compliqué de passer de plusieurs à tout seul. C'est un exercice complexe. Et comment tu l'as géré du coup ? Avec le recul, qu'est-ce qui t'a permis de faciliter de toi à toi la transition ? Alors clairement à ce moment-là, j'ai beaucoup parlé à mon comptable qui a été très présent, qui m'a beaucoup aidé sur m'expliquer beaucoup de choses. Hein, tu vois, c'est bête, hein, mais même après 6 ans, tu t'es jamais trop penché sur les bilans, des choses comme ça, parce que c'était pas ton taf, tu vois. Et finalement, tu l'as pas fait assez. Donc c'est des choses où je me suis formé en ultra accéléré. Après, il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'on était une boîte qui marchait bien, on était en croissance, on avait une équipe, vraiment une très 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 bonne équipe. Tous les membres de l'équipe étaient très compétents, très autonomes. Donc ça n'a pas été douloureux en termes de management. Les gens ont compris en général, tu vois. Et puis au final, ça c'est un peu une chose que tu as un peu peur au début. Tu as peur que les gens ne comprennent pas les changements qu'il peut y avoir dans la gouvernance d'une boîte. Et au final, quand tu leur expliques les raisons, etc., tu te rends compte que les gens s'adaptent très très facilement. Et on en parlait aussi avant l'interview. Tu m'as dit que là, maintenant, si on fait un peu les allers-retours dans cette époque et maintenant, tu te posais vraiment la question de reprendre un associé, que c'est quelque chose que tu envisagerais plutôt avec plaisir. Il faut juste trouver la bonne personne. Et entre-temps, par contre, tu n'as fait que des projets où tu étais le capitaine. Pourquoi est-ce qu'il y a cette période où justement, là c'était un peu entre guillemets le sort ou le chemin de vie qui fait que tu es tout seul, mais qui t'a amené à continuer à piloter tes projets tout seul, et que là tu te dis j'aimerais bien quand même avoir quelqu'un d'autre. Ouais, écoute, c'est vrai que Nebel, je l'ai monté tout seul. On était plusieurs au projet au départ, mais en tant que fondateur, j'ai tout seul. Alors c'est un peu réducteur de dire que je suis tout seul, puisqu'on était quand même 4 ou 5 au cœur du projet, mais finalement quand on est arrivé au moment départ, j'étais seul, et c'est une société aujourd'hui que je dirige seul. Je fais une parenthèse à ce sujet-là, parce que évidemment, pour toutes les personnes qui nous écoutent, quand on parle de solitude, c'est moins une question de solitude au sens je me suis fait tout seul et c'est que grâce à moi que les choses ont avancé, parce que ça c'est un non-sujet, c'est un travail d'équipe. Par contre, la solitude dans la direction d'une boîte et dans la prise de décision, c'est un truc réel. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr que de toute façon, il y a très très rarement des projets que tu montes vraiment seul, ou alors c'est vraiment que tu es très fort, mais c'est pas mon cas en marketing, sales, graphisme, développement. Ça m'étonnerait qu'il y ait des moutons à 8 pattes comme ça. Donc les projets, tu les montes toujours à plusieurs, mais c'est vrai que la gouvernance, elle peut être toute seule. C'est ce que j'ai eu moi avec Nebel. C'est pas simple. Et pourquoi est-ce que je reviendrais plutôt à un modèle à 2 ou à 3 ? C'est que très clairement, tu vois, j'ai fait plusieurs accélérateurs là sur l'année qui vient de s'écouler. Je vois vraiment que quand tu es plusieurs, déjà, tu vois, tu as un don d'ubiquité, finalement, quand tu es plusieurs avec tes associés. Et donc, ce qui n'était pas mon cas. Moi, quand je suis allé à Berlin, j'étais à Berlin. Quand je suis à Berlin, je suis pas en France avec les équipes. Ce qui n'était pas le cas de tous les gens qui avaient plusieurs founders, et où finalement, tu démultiplies ta présence. Et quand tu es 2, tu vas plus vite que 2 fois plus vite. Et donc, tu disais... dans toute cette période-là, tout seul, c'était pas facile. Alors la partie gérer la boîte, tu t'y es remis en achetant la compta pour les nuls, puis la compta pour les experts. Je caricature, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Écoute, en fait, moi j'ai pris un autre parti qui est que j'ai décidé que j'avais beaucoup de lacunes dans beaucoup de sujets, et donc j'ai décidé de m'entourer de gens qui étaient compétents. Je pense que ça, il y a un moment dans ma vie d'entrepreneur où j'ai réalisé que j'avais plein de sujets sur lesquels c'était mieux que ça soit pas moi qui fasse. Tu vois, moi je suis développeur à la base, je suis ingénieur informatique. J'ai fait du développement pendant 10 ans, et aujourd'hui je sais que j'ai plus le niveau, je me suis pas maintenu, donc j'ai plus le niveau pour faire du dev. Donc aujourd'hui, je me penche pas du tout dans la technique. Pareil pour le marketing, il y a des gens qui font ça très bien. Pareil pour le design, pareil pour le customer success. Il y a des gens qui
ont des parcours où ils sont experts dans ce sujet-là. Et moi, je considère que le rôle du CEO, c'est de construire une équipe de rockstars. Et c'est pas du tout d'être une rockstar lui-même dans un sujet en particulier, quoi. Et ça, tu l'as appris, tu l'as découvert en cours de route, ou est-ce que c'est quelque chose que tu avais depuis le début? Alors dis autrement, parce que j'ai une intention derrière ma question. Est-ce que tu as eu une période peut-être plus jeune au début où tu stackais un peu les compétences et où tu disais je vais aller à fond dans tel chemin, et où après tu t'es dit non mais attends, au final il y a des gens bien meilleurs que moi et si je veux que ça aille plus loin, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe? Ou tu l'avais dès le début, tu as dit non attends, de toute façon moi je vais faire ça et puis je vais prendre Rockstar A, Rockstar B, etc. Non, quand tu crées ta boîte au début, tu vas souvent à l'économie. On compte plus tu vois, sur les groupes Facebook, on compte plus le nombre de gens qui te mettent des gens qui recrutent des stagiaires, BizDev France, tu vois. Enfin, j'ai rien contre les stagiaires, mais à un moment donné, si t'es sérieux pour ta boîte, tu vois, t'embauches des gens qui sont compétents. Je dis BizDev et c'est vrai pour tous les corps de métier. Donc non, moi j'ai fait l'erreur très clairement au début de vouloir tout faire moi-même, de vouloir tout gérer moi-même, parce que t'as un petit peu cette ambition ou cette confiance en toi où tu dis de toute façon c'est moi qui va faire le mieux. Mais au final, tu te rends compte très rapidement, et ça aussi c'est au fil des rencontres d'autres CEO ou de gens qui sont ultra compétents dans leur domaine, où tu te rends compte que vraiment, si tu le fais toi-même, tu vas faire moins bien, tu vas faire plus lentement et tu vas aller beaucoup moins vite. C'est pour ça que maintenant moi je suis beaucoup plus dans une logique de mon objectif quand je monte une boîte, c'est de faire une équipe où les gens sont ultra compétents dans leur domaine, et quand ils vont me dire quelque chose, je vais leur faire confiance sur le sujet. S'il y en a un sujet marketing, évidemment je peux challenger la chose, je peux avoir mon opinion, c'est pas la question, mais c'est des gens qui ont la compétence, donc ils savent ce qu'ils font. Donc je vais pas mettre mon nez dans la moindre virgule de chaque chose, quoi. Et est-ce que tu as un souvenir anecdotique ou pas, mais à un moment où tu as vraiment pris en pleine tête ce côté j'étais homme orchestre et en fait faut pas que je fasse ça, quoi? Ouais, tu vois, par exemple avec ma nouvelle équipe Nebel, c'était un peu après ma prise de conscience, mais tu vois, j'ai un couple de CTO entre guillemets. Bon, c'est David et Kevin qui bossent ensemble depuis très longtemps, moi je suis développeur, donc tu vois, je suis censé comprendre tous ces sujets-là. Quand ils m'ont expliqué la stack technique qu'ils avaient mis en place, là tu sens que tu es complètement largué, quoi. Tu vois, les technologies ont évolué, les outils qui sont utilisés maintenant, et c'est là où je leur ai dit, moi très clairement, je ne questionnerai pas vos choix. Je peux vous challenger sur des choses, sur de l'architecture, de base de données, de choses comme ça. Par contre, sur les choix techniques, sur la manière dont vous faites le développement, dont vous déployez, dont vous maintenez les choses, je vous fais confiance entièrement, quoi. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, puisque ça te libère l'esprit de tellement de choses, de pas aller dans les virgules, quoi. Oui, je peux te dire si le pain que tu fais est bon ou pas, mais je vais pas t'apprendre à le pétrir, quoi, à un moment donné. Exactement. Et la seule chose que je vais pouvoir te dire, c'est j'ai l'impression que tu as mis un peu trop de temps pour le faire. Mais par contre, je vais pas me mêler de est-ce que tu as eu un problème, par exemple, quand tu l'as fait. Et ça, c'est une des choses qu'on a chez Nebel, par exemple, c'est que évidemment, il y a des bugs. Mais il y a plein de bugs qui arrivent, je suis au courant une semaine après, tu vois. Et c'est une volonté, parce qu'au final, il n'y a pas besoin que je sois au courant. En réunion d'équipe, le lundi matin, oui, la semaine dernière, on a eu ce problème-là, le mercredi matin, il y a ce petit truc-là qui a planté. Bon, pendant 2 heures, il y a peut-être un truc qui a moins bien marché. Bon, c'est pas grave, moi, j'ai pas besoin de le savoir, ça, parce que eux sont sur le coup, eux peuvent résoudre les problèmes. La personne qui fait du customer success, elle va contacter les clients pour le savoir, enfin, pour leur faire savoir. Et toi, en tant que CEO, t'as pas de valeur ajoutée dans ça, quoi. J'en parlais avec un entrepreneur de ce sujet-là qui est intéressant, qui est de dire, quand tu considères le rôle de CEO comme un rôle parmi d'autres, alors bon, ça serait faux de dire qu'il n'y a pas de hiérarchie, mais en tout cas, il faut le considérer comme une partie du système. Cette notion de qu'est-ce qui est important pour les autres ou pas est importante au même niveau. C'est-à-dire de la même manière que ton commercial va pas te faire un compte-rendu de tous les trucs et te demander un rapport de tous les trucs. Toi, peut-être que en tant que CEO, des sujets sur un actionnaire qui fait un peu de l'esbrouf pendant un moment, t'es pas obligé de le transmettre à tout le monde, et qu'il faut juste transmettre les moments où c'est impactant, où c'est sur le chemin critique pour ta boîte. Enfin, j'aime bien cette... Ouais, exactement. Je pense que dans une boîte, et moi je le vois comme ça, le rôle de CEO de plus en plus en tout cas, c'est que
On a tous un rôle dans une boîte et le but, c'est que les problèmes que tu rencontres, tu les résous. Si tu n'arrives pas à les résoudre ou que tu penses que ça va te prendre trop de temps, évidemment, tu consultes tes collègues, tu consultes ton cofondateur ou alors ton codir. Mais très clairement, pour moi, c'est vraiment chacun son rôle. Et les personnes que j'embauche maintenant, je leur dis que si je peux pas te faire confiance pour que tu bosses de chez toi, pas de contrôle, je préfère ne pas t'embaucher. Tu vas faire du présentéisme. D'ailleurs, moi, sur la dernière année, j'ai été très peu présent au bureau et les gens bossent. Tu vois, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tu vois, il y a une implication et il y a une confiance que j'ai dans mon équipe qui est sans limite à ces sujets-là. Et alors, à ce sujet-là, moi, il y a quelque chose qui me trotte dans la tête depuis qu'on a commencé à se parler, c'est que tu es quand même, de l'extérieur en tout cas, un archétype du modèle la semaine de 4 heures. Où en gros tu as monté t'amuses, pour reprendre le vocabulaire de Tim Ferriss, t'as tout automatisé, tout tourne, alors avec des lignes de code et avec des gens en quels t'as confiance et qui est autonome, et toi quelque part t'as la capacité d'aller voyager et les couchsurfer un peu partout. C'est entre guillemets une heureuse coïncidence où il y a eu à un moment donné toi une intention de ta part, voire t'as lu le bouquin et t'as dit bon attends c'est ça que je veux faire. Alors j'ai lu le bouquin il y a très longtemps. Alors la semaine de 4 heures, ouais, je pense que je suis un peu plus que ça. Hein. Oui, alors ça, la semaine de... C'est le concept, hein, parce que la semaine de 4 heures, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Non, en fait, moi, la volonté, tu sais, après, dans les développeurs, hein, tu as un peu des types de développeurs. Moi, je suis un développeur fainéant. Je déteste faire la même chose 2 fois. Et d'ailleurs, en général, je déteste faire la même chose 2 fois. Et une fois que tu as dit ça, ça veut dire que tu automatises la plupart des choses que tu fais. C'est-à-dire que tu vas documenter aussi ce que tu fais pour pas perdre du temps de travail au final. Et donc ça, c'est la première chose. Et puis, une fois que tu constitues une équipe de personnes en qui tu as confiance, tu leur donnes les rênes de beaucoup de choses. Tu vois, je pense par exemple, un exemple très simple, mais Mélanie aujourd'hui qui est BizDev chez nous et qui s'occupe aussi de la mise en place des salons. Bon, les salons, moi, je n'ai pas organisé une virgule d'un seul salon auquel on a participé. On en a fait quand même un bon paquet, parce que c'est elle qui gère. Donc elle va me montrer pendant une demi-heure les supports qu'elle veut utiliser et puis l'organisation du stand. Mais je lui dis, écoute, c'est très bien, et elle gère toute la chose, tu vois. Mais je pense que c'est un peu la clé aussi de la réussite d'une boîte, c'est d'arriver à constituer une équipe dans laquelle tu as entièrement confiance et tu sais qu'ils vont faire du bon boulot. Et moi, j'ai de la chance avec Nebel d'avoir réussi à faire une équipe comme ça. Et alors, donc, quand tu es arrivé au stade, alors il n'y a pas un moment précis, il n'y a pas une ligne d'arrivée, mais où tu étais donc le CEO de la boîte type la semaine de 4 heures, où tout tourne et où, entre guillemets, toi, ton job, alors si on va jusqu'au fond de la semaine de 4 heures, c'est que ton job, c'est que tu n'en as pas. Hein, je dis pas que c'est ça qui s'est passé dans tes boîtes, mais en tout cas, le modèle, c'est celui-là, et que tu peux aller faire du tango argentin. Qu'est-ce qui se passe et comment tu le vis, surtout ? Écoute, dans ma boîte précédente, donc à Solutions, alors il s'est passé une chose déjà, c'est que j'étais à Lyon et j'ai déménagé en Bretagne, un peu sur un coup de tête. Avec ma compagne, on a choisi en 2 jours, hein, on a choisi de partir. D'ailleurs, on a choisi de partir et on s'est posé la question de l'organisation business après, et parce que aussi on savait que c'était possible en travaillant à distance. Donc on a pris cette décision-là. Donc quand tu commences ton business à Lyon et que finalement tu pars en Bretagne, bon, c'est pas à la porte à côté, hein, même s'il y a des avions. Donc au final tu t'organises, et finalement en arrivant en Bretagne, je me suis rendu compte que j'avais une équipe de direction qui était très autonome aussi. C'était une boîte de 20-25 personnes à l'époque. T'as une organisation qui fait que tu n'as plus besoin d'être là au quotidien. Et c'est là où je m'en suis un peu rendu compte d'ailleurs, vraiment. C'est que souvent, quand tu es CEO, tu fais du présentéisme. C'est quand même une des caractéristiques quand même très très fortes des CEO, c'est qu'ils ont besoin d'être là, ils ont besoin de faire des heures, ils ont besoin d'arriver le premier et de partir dernier. Et finalement, partir loin, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que j'étais plus là. La boîte continue de tourner, la boîte continue de croître, et tu es là pour répondre au téléphone, tu es là pour répondre à tes mails, tu travailles de chez toi, là, tu travailles toute la journée quand même, mais tu n'es plus là.
Et ça continue à tourner vraiment bien. Et je pense que c'est encore plus valorisant pour l'équipe en place, parce que au lieu de te poser des questions, t'es à ton bureau, ils peuvent te poser n'importe quelle question, n'importe quand. Tout d'un coup, t'es plus là. Donc tout d'un coup, ils ont besoin d'élever leur niveau de jeu, et tout d'un coup, c'est eux qui doivent répondre à ces questions, et ils le font. Et donc, tu vois, tu es, entre guillemets, ils t'appellent, enfin, tu t'es dérangé que pour les points très très importants. Et c'est comme ça, moi, finalement, que ouais, j'ai vraiment pris conscience que le rôle du CEO, c'est pas d'être présent 24 heures sur 24. Le rôle du CEO, c'est de faire son taf de CEO, d'aller chercher des fonds, d'aller faire des partenariats, d'aller signer des gros clients. C'est pas d'être au bureau 24 heures sur 24 à contrôler si Jean-Jacques il a bien mis la virgule au bon endroit, quoi. Il y a beaucoup de virgules. Hein. Beaucoup de virgules. Mais ouais, bon, c'est une bonne analogie. Et au moment où tu arrives, genre jour 1, tu es dans ta maison en Bretagne et tu fais, bon, bah voilà, j'ai plus ou moins décidé d'être là moins souvent. Ça se passe bien au début, où il y a un petit moment de remise en question où tu t'énerves tout seul, tu fais du présentéisme à distance. Ah bah c'est ça, au début tu fais du présentéisme à distance. Clairement. Tu fais du présentéisme à distance, donc tu es sur tes mails toutes les 2 secondes, tu relèves tes mails toutes les minutes, Outlook est réglé sur toutes les minutes, donc tu passes ta journée sur tes mails. Si on pouvait t'installer en Skype sur un fauteuil. Ouais, c'est un peu ça. Au début, c'est ce que tu fais. Au début, c'est ce que j'ai fait. Et au final, qu'est-ce qui m'a vraiment... Moi, tu vois, ça, c'était ma première ouverture d'esprit là-dessus. Puis la deuxième, c'est quand tu te retrouves en décalage horaire. J'allais pas mal aux États-Unis à ce moment-là. Parce que j'allais dire pas en Bretagne, parce que là, tu me racontes des histoires. Quand même. Ouais, ceci dit, le jour se couche beaucoup plus tard en Bretagne qu'à Lyon. Mais quand t'es aux US, t'es à -6, t'es à -9. Et au final, tu te rends compte que bon, t'es pas là pendant la matinée française, et le monde n'est pas arrêté de tourner. Donc, t'as des mails, mais tu peux gérer une matinée de mails en 20 minutes au lieu de les gérer toutes les minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Très bien. Voilà. Et au final, c'est un peu ce qui te permet de réorganiser complètement la manière dont tu travailles. Et là, pour avoir passé 4-5 mois sur la côte ouest des US, où là, tu es à -9. Donc là, tu commences à travailler, il est 8h du matin, il est 17h en France. Donc en gros, tu as 1h et demie de taf avec la France. Et là, tu te rends compte que finalement, tu peux faire une journée de mail et une journée de réunion, etc. en 1 heure. Et tu fais ensuite tout le reste de ce que tu vas faire pour le business US et pour le reste. Mais c'est une conception vraiment différente de l'organisation du travail. Donc là, ça, c'est la prise de conscience que c'est possible, ce qui est un bon début. Quel effet ça fait sur toi ? Parce que identitairement, en plus, tu as été salarié avant d'être entrepreneur, ou tu as monté des boîtes dès que tu as pu ? Non, écoute, j'ai jamais été salarié. J'ai commencé, moi, à faire j'ai commencé très tôt à faire du développement. J'ai commencé à 12 ans. Et à l'époque, je faisais des shareware. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je faisais des shareware, donc tu gravais je le faisais même sur disquette au début. Tu mettais tes logiciels sur des disquettes, t'envoyais à des magazines, et ils te les publiaient dans les CD qui étaient mis avec les magazines. Donc j'ai commencé comme ça, ce qui m'a permis de gagner un peu d'argent, parce que j'avais vendu à peu près 2000 licences de shareware. Alors ça se vendait pas cher à l'époque, on était sur du 20-30 francs. Ouais, mais t'es content quand même à cet âge-là. Tu vois, tu te dis aujourd'hui, vendre un truc 3, 4, 5 euros, c'est vraiment une autre époque. Et après, j'avais fait des sites web avec des photos de stars, des photos de sportifs, choses comme ça, où à l'époque, on fonctionnait avec de l'affiliation. Tu étais payé au clic à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui... Bref. Toi, tu as vécu toutes les couleurs de l'Internet. Ouais, commencé très tôt. Et c'est comme ça, j'ai réussi à quand même mettre un peu d'argent de côté, et du coup, ça m'a permis de lancer ma boîte directement à la sortie de l'école. Et donc, je te posais la question parce que, alors là, peut-être que je m'avance, et c'est toi qui me diras si c'est juste ou pas. Mais quand, en plus, le fait d'être fondateur, de lancer quelque chose et d'être aux manettes, c'est l'intégralité de ta vie professionnelle, est-ce que identitairement, au-delà du fait que tu as compris que ça pouvait tourner sans toi, il n'y a pas un moment où il y a quelque chose qui se passe, quoi ? Si tu veux, tu as un déclic, je pense, à un moment donné. Vraiment, tu as un déclic où tu te dis, où tu comprends beaucoup mieux ton rôle de CEO. Où tu comprends que ton rôle, il n'est pas d'être là au quotidien, etc. C'est un vrai moment où
où ta vision complète de ton rôle, elle change et où tu deviens un peu une autre personne, très clairement. Et du coup, le champ des possibles, il s'ouvre beaucoup aussi. Parce que tu vois, dans ma boîte d'avant, je me serais pas vu partir. Tu vois, on a fait un accélérateur Techstars à Berlin l'année dernière. J'ai pas hésité une seconde dans le fait de partir. Et quand j'en ai parlé avec mon équipe, ils m'ont tous dit, nous, on est là, on assure, t'inquiète pas, vas-y. Et c'est parce que aussi, dans ton état d'esprit, tu avais bâti cette équipe de gens hyper autonomes où finalement, tu te poses même pas la question de est-ce que je peux partir ou pas. Tu pars parce que tu peux, parce que tu le sais. Parce que c'est fondé comme ça, en fait. Parce que c'est fondé comme ça et parce que dans ton état d'esprit, tu sais que tu peux le faire. C'est comme ça que tu as bâti depuis le premier jour ta boîte. Et toujours sur cette question du CEO d'une boîte autonome, je te pose beaucoup ces questions parce que pour ne rien te cacher, c'est des questions et utilisons le mot des angoisses que beaucoup de fondateurs me partagent dans mon métier. Me dire, en fait, ils me le chuchotent presque, ils disent je fais semblant, mais la boîte, elle peut vivre sans moi. Alors après, je leur dis, non, mais c'est super. Ils me disent, ouais, mais du coup, moi, je sers à quoi ? C'est quoi mon utilité là-dedans ? Et moi, vu que toi, tu as un peu fait le cycle, les questions que je me pose, c'est, une fois que tu as passé la prise de conscience et que tu es à l'aise dans tes chaussures sur ce rôle de CEO d'une boîte autonome, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi en vrai ton job ? Qu'est-ce qui n'est plus délégable et qui n'est pas délégable à une équipe autonome ? Et 2, en réalité, est-ce que tes semaines de travail en termes d'heures se trouvent impactées ? Est-ce que tu bosses beaucoup moins ? Est-ce que tu bosses tout autant mais sur d'autres choses ? Est-ce que tu as plus de temps pour toi-même, je sais pas ? Comment ça se passe ? Alors, qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte de ça ? Alors, moi, j'ai beaucoup essayé de me mettre à niveau sur des sujets où j'étais pas à niveau. Tu vois, par exemple, mon séjour aux US, ça a été axé sur le marketing. Donc, au final, qu'est-ce que tu fais ? Tu glandes pas, parce que c'est pas dans ta nature. C'est difficile de passer de bosser 12 heures par jour à bosser 2 heures. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas faire. Donc, tu passes beaucoup de temps sur d'autres choses. Tu passes beaucoup de temps à te former, à essayer d'écrire la vision de ta boîte, à beaucoup plus étudier les concurrents, voir comment ils font leur business, des choses que tu n'as pas forcément le temps de faire au quotidien. Et après, plus généralement, c'est... Ouais, t'as raison sur cette partie du temps de travail. Au final, c'est là où ton rôle de CEO il change complètement. Et donc ton rôle de CEO il devient chef d'orchestre, il devient vérifier que la boîte va dans la bonne direction, que les personnes vont dans la bonne direction. Parce que ça peut être un problème, pas vraiment un problème, parce que c'est génial d'avoir des personnes comme ça. Mais quand t'as des personnes qui sont très autonomes, qui sont très très compétentes, ils ont beaucoup d'idées, ils veulent aussi faire beaucoup de choses. C'est aussi à toi de garder le cap le plus longtemps possible et d'éviter que chaque idée devienne un projet, etc. Donc tu gardes un petit peu l'équipe ensemble dans une ligne directrice. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le rôle du CEO aujourd'hui. Après, en termes de temps de travail, c'est sûr que beaucoup de CEO vont faire du code. Tu vois, t'as beaucoup de CEO qui font du dev, qui passent leur journée à coder. Moi, ça, je pense que c'est sûrement très bien au début parce qu'il n'y a peut-être pas le choix. Par contre, c'est quelque chose qu'il faut très très vite arrêter. Et il faut très très vite l'arrêter pour plein de raisons. Et notamment que ça devient vraiment une faiblesse de la société. Pour moi, un CEO qui est trop dans l'opérationnel, ça veut dire que tu vas réduire beaucoup de choses. Déjà du temps pour aller faire du partenariat, du pitch, peu importe, mais sortir. Parce que pour moi, le rôle du CEO, c'est de sortir de la boîte. Et puis tu mets du risque sur une potentielle acquisition, sur un potentiel rapprochement avec une autre boîte. Tout simplement, imagine aujourd'hui si toi tu as une société qui a beaucoup de succès et que tu dois aller racheter une boîte. Si le CEO il est opérationnel dans le dev, est-ce que tu vas pas te poser la question de tiens, il y a quand même un souci, c'est-à-dire que je suis obligé de reprendre le CEO avec moi, etc. Donc moi je suis vraiment dans une logique où pour avoir vendu une première boîte, la structuration, la manière dont je structure la boîte, c'est que si demain il faut que je parte, je peux partir très rapidement. J'ai pas un rôle opérationnel vital qui fait que je suis obligé de rester. Et question peut-être décalée, mais comment le vivent les équipes quand ils se rendent compte que ça peut complètement vivre sans toi ? Parce que j'imagine qu'il y a 2 cas possibles. Il y a peut-être même les 2 qui se passent en même temps. Il y a le côté « Waouh, c'est incroyable, en fait on fait tourner la boîte ». Après il y a « Ah non mais attends, en fait on fait tourner la boîte ». Et lui du coup maintenant il se dort la pilule, en Bretagne en l'occurrence. Alors là moi j'ai une partie de mon équipe en Bretagne, donc on se voit tous les jours quand même.
quand j'y suis. Et, Plutôt sur ta boîte d'avant. Ouais, sur ma boîte d'avant. Écoute, je pense pas qu'il y ait quand même Enfin, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu ce deuxième déclic. Le fait de faire tourner la boîte, pour eux, c'est hyper valorisant. Parce que tu te retrouves d'un poste où tu étais opérationnel sur un sujet, par exemple en Customer Success, et puis où tu te retrouves de exécuter les idées d'un autre, tiens, maintenant j'ai des idées, je vais pouvoir prendre la responsabilité de ces idées. Et c'est là où je te dis vraiment, tu as des gens qui grandissent d'un coup. C'est que, pour moi, enfin là, mon ressenti de tout ça, c'est que presque tous les collaborateurs sont des managers qui s'ignorent. C'est juste qu'ils n'ont jamais été mis en position de grandir, quoi, au final. Et moi, c'est dans cette position-là que j'essaye de les mettre. Et notamment, tu vois, je vais reprendre l'exemple de Mélanie, parce que pour moi, c'est vraiment un très bon exemple. Où tu as une personne qui est junior, qui sort d'alternance, qui commence à faire du bizdev, et puis tu la mets en responsabilité sur un premier sujet, et puis tu te rends compte qu'elle a les épaules pour le faire, et puis tu la mets en responsabilité sur 2 sujets, 3 sujets, et puis tu te rends compte que cette personne-là, elle grandit à une vitesse infinie, parce que tu la mets face à des choses qui sont possibles, et qui peut-être même elle-même ne savait pas qu'il était possible de faire. Et en tout cas, moi maintenant, c'est ma stratégie de management, de prendre des gens qui ont du talent, où je ressens vraiment un gros potentiel, et de les mettre un peu au pied du mur. Alors je leur dis, écoute, maintenant il faut que tu fasses ça, et fais-le. Et si tu as un problème, tu viens me voir et on en parle. Mais par contre, je veux que tu sois en autonomie sur le sujet. Donc, message quasi direct aux fondateurs et fondatrices qui nous écoutent. Peut-être que si vous lâchez du lest et que vous déléguez et que vous travaillez un petit peu moins, ça va bien se passer pour la boîte, et même peut-être que les équipes vous en voudront pas et qu'elles seront contentes de prendre en épaisseur d'épaule. Elles seront très, très, très reconnaissantes. À chaque fois que je l'ai pu le faire, ça a été le cas. Est-ce que tu as envie qu'on parle de la partie revente de cette entreprise-là? Parce que je sais que c'est un gros chapitre on peut. qui était... Alors déjà, qui génère beaucoup de curiosité, et voire de fantasmes dans la tête d'un entrepreneur qui est en cours de route. Parce qu'on parle, c'est une exit, c'est la fin. Ouais, clairement. Écoute, la revente, c'est une étape très intéressante, très compliquée. Très compliqué, alors pour plein de raisons. Première raison, les papiers. Les papiers, parce qu'en fait, quand tu vends une boîte, c'est complètement normal. Hein. Les acheteurs, ils ont besoin d'avoir tous tes papiers qui sont en ordre, et au final, tu te rends compte que la plupart du temps, quand tu montes une boîte, tu as plein de choses qui manquent. T'as pas fait tes bons registres comme il faut, il t'en manque, il te manque des signatures sur des choses, t'as toujours des choses qui vont manquer. Et il y a une chose dont tu peux être certain, c'est que l'avocat en face, il va le voir. Tu refais 8 ans de notes de frais. Ouais, alors j'ai pas eu à faire ça, mais tu fais 8 ans d'AG, ouais. Tu remontes 8 ans d'AG où t'as ton registre d'AG qu'il faut que t'aies à jour. Alors ton comptable peut s'en être occupé, mais peut-être pas au début. Ton registre de tes actionnaires et des mouvements de titres, tu l'as pas forcément exactement à jour aussi, et il peut te manquer des papiers. Enfin, tout ça, c'est des choses qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, qui prennent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'influx nerveux, d'énergie. Ça met beaucoup de soucis et de stress dans toute la partie revente. Après, moi, les personnes qui ont repris étaient dans le même milieu, donc vraiment le même métier. C'était pas une acquisition d'une activité complémentaire, donc on se comprenait en termes de création de site web. C'est des personnes qui ont de l'expérience aussi dans les réseaux de franchise, donc ils ont racheté les 2 sociétés en même temps, qui étaient la création de site web et le réseau de franchise, qui étaient 2 sociétés différentes mais très liées. Ils les ont repris en même temps. Après, donc la revente au niveau business, c'est une première chose compliquée, où définir le prix, c'est compliqué, définir les modalités de paiement, c'est compliqué. Toute la partie de due diligence, c'est extrêmement long, c'est extrêmement compliqué. Puis tu te dis qu'à chaque virgule, encore une fois, le deal il peut tomber, parce que tu signes des pré-contrats, mais des pré-contrats qui sont conditionnés à plein de choses. Et ce plein de choses, ça peut vraiment faire capoter une vente. Ça a duré combien de temps à peu près? Qu'on ait un ordre d'idée. Pour moi, ça a duré 9 mois. Ouais. Entre le moment où on a commencé à parler et le moment où on a signé, ça a duré 9 mois. Okay. Donc c'est long. Et puis tu as des moments où il se passe rien.
Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas pendant 1 mois, 2 mois. Il se passe plus rien parce que tu as des papiers en attente du comptable, tu as l'avocat qui doit faire des allers-retours sur plein de choses. Et puis, donc, pendant 1 mois, 2 mois, c'est pas que tu n'as plus de contact parce que tu vois quand même. Moi, mais les personnes qui ont repris sont venues très tôt dans l'entreprise. Moi, j'ai décidé de communiquer très, très tôt auprès des équipes pour présenter les repreneurs et les intégrer très, très rapidement aux décisions et au management de la boîte. C'est-à-dire qu'ils ont finalement pris quand même une grande partie du contrôle de la société, même avant que le contrat soit définitivement signé. C'était quand même une volonté que cette transition, finalement, qu'il y ait une transition qui soit faite vraiment très, 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 très en douceur. Donc ça, c'est la partie business. Après, il y a une partie psychologique qui est assez inattendue et qui est très très forte. Et alors il y a une partie et même psychologique à 2 niveaux. Tu as une première partie de statut social. Et ça, c'est bizarre, mais tu passes d'une boîte où, tu vois, nous à l'époque, on était 25 au siège et on avait une 40aine de franchisés. Donc on est un groupe de 65 personnes. Et là, du coup, du jour au lendemain, tu passes de CEO d'un groupe de 65 personnes à CEO de toi-même. Et quand et c'est tout con, hein, mais tu vois, quand tu vas dans un cocktail et que tu dis qu'est-ce que tu fais, toi, moi j'ai une boîte, mais bon, tu sais, tu parles toujours des chiffres quand tu t'introduis. Et tout d'un coup, tu changes de statut. Tu changes complètement de statut. Tu passes moi je suis CEO d'une boîte de 65 personnes à écoute, ouais, moi je suis tout seul. Et puis tu vas pas dire à tout le monde que tu as vendu ta boîte quelques mois plus tôt. T'es pas dans cette logique-là. Pourquoi ? Écoute, c'est pas ma nature. Moi, j'avais pas envie de le mettre en avant tout de suite. Par contre, c'est vrai que j'en parle maintenant. Tu vois, par exemple, quand je m'introduis auprès d'investisseurs, auprès de partenaires potentiels, je leur dis, écoute, Enable, on est une dizaine. Et avant, j'avais une agence web où on était 65. Et ça, je vois que ça change vraiment la perception des gens. Et c'est en plus toujours pas la partie exit. Tu présentes la boîte d'avant et la boîte de maintenant. Exactement. J'avais une boîte avant que j'ai cédée, etc. Ça fait un changement social qui est très fort. Si tu me permets, il y a un côté presque tabou, j'ai l'impression, ou en tout cas on tourne un petit peu autour, même quand tu présentes ou que tu dis voilà, j'ai Enable qui est avec ses chiffres et avant il y avait ça, c'est presque comme si l'exit, c'est un truc dont, enfin l'exit, la revente du coup, c'est un truc dont t'étais pas à l'aise de parler, peut-être je me trompe. C'est pas que t'es pas à l'aise de parler, c'est que tu t'as revendu, donc c'est vrai que c'est un peu des fantasmes. Les gens ils ont une seule envie, c'est de savoir combien. Ils se disent tiens, voilà, il est riche. Enfin, tu vois, en plus c'est des fantasmes parce que bon, tu gagnes un peu d'argent, mais tu fais pas, tu gagnes pas 50 millions, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a du tabou, il y a un peu de mystère et les gens veulent vraiment en savoir plus. Et ouais, ça crée un peu une distance. Ça crée même beaucoup une distance avec beaucoup de gens, même tu vois, même au niveau familial, hein, tu vois, ça peut créer des fantasmes. Tiens, mais tu vois, j'ai eu quelques réflexions de cousins qui de toute façon maintenant toi t'as réussi. Tu vois, comme si tout d'un coup, toi, tu n'as plus besoin de travailler toute ta vie, tu vois, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ça crée des fantasmes comme ça, de partout, à tous les niveaux. Donc, tu as vraiment cette partie-là, il ne faut pas la négliger, il faut savoir communiquer. Moi, je l'ai mal fait, je pense, puisque je ne m'étais pas préparé à ça. Et bon, ça, c'est un premier aspect psychologique. Et puis, tu as un deuxième aspect qui est un peu plus problématique, je pense, c'est que tout d'un coup, tu te retrouves avec du cash qui te permet de voir venir et qui te fait perdre un petit peu ta niaque. Et ça c'est peut-être le truc le plus dur à gérer. Parce que tu passes d'une boîte où tu faisais 150 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois à une boîte où tu fais quelques milliers d'euros tous les mois parce que tu viens de démarrer. Mais ça, c'est difficile. Tu vois, aller chercher 500 euros de chiffre d'affaires, tout d'un coup, c'est important pour ta nouvelle boîte. Et pour ta boîte d'avant, ça n'avait aucune importance. Enfin, façon de parler, tu vois. Et ça, c'est difficile de repartir. Et en plus, sachant que toi, tu as du cash, donc tu peux voyager, tu peux faire à gauche à droite, tu as de quoi voir venir personnellement, tu n'as pas besoin de salaire tout de suite, etc. Ça, c'est très, très compliqué à appréhender. Et moi, là-dessus, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai créé Enable avant de revendre ma boîte d'avant. Très clairement, ça, c'était une erreur. Il faut vraiment mettre un break
entre la vente d'une boîte et recommencer un projet, il faut vraiment mettre les 2-3 mois de break où tu voyages, où tu fais ce que tu as envie de faire, tu te reposes, peu importe, mais faut pas recommencer tout de suite. Et du coup, pourquoi tu as créé Enable à côté? Parce que tu l'as choisi, il n'y a pas de hasard. Ouais, bah tu vois, pourquoi je l'ai créé? Parce qu'à l'époque, la solution, ça tournait, donc j'avais du temps pour faire un autre projet, donc je l'ai créé à ce moment-là. Et je l'ai créé, finalement, c'était un peu un projet interne à la solution à ce moment-là. Et avec des personnes de la solution, tu vois, Gaël, à l'époque, qui faisait notre marketing, qui a été l'élément principal moteur au début du projet, elle faisait partie de la solution. Et tu le montres comme ça parce que tu as du temps, parce que tu as envie, parce que ça fait 10 ans que tu as fait le même projet et que tu as envie un peu de bosser sur autre chose. Mais par contre, très clairement, tu vois, je le ferai plus de la même manière. Il faut faire un break entre la vente d'une boîte et recommencer un projet. Je pense que c'est vital. Alors moi, ce que ça m'évoque, qui est un sujet de fond très psycho, hein, pour être honnête, et très compliqué, c'est cette espèce de double tension, parce que c'est une tension entre que moi j'ai, hein, pour tout te dire, entre un espèce de plaisir dans une activité intense, cérébrale, donc à faire, enfin un truc un peu intellectuel, un petit jeu, et le sentiment qu'il faudrait aussi que tu te reposes, et en même temps une certaine peur du vide. Alors là je parle dans des choses qui me concernent, mais aussi, alors parce que c'est l'image qui me vient, tu vois, par exemple l'histoire que tu viens de me raconter, ça me rappelle ma mère. Ma mère est quelqu'un qui adore son travail, qui est dans l'éducation nationale, hein, qui est principale, qui adore faire beaucoup de choses, et très régulièrement elle dit oh là là, vivement que j'aille en vacances en Lorraine, on va se poser, ça va être bien, j'ai envie de faire rien, j'ai presque envie de m'ennuyer. Résultat, jour 2, elle est en train de retourner à la maison. Et tu vois, cette espèce d'envie, quand tu me dis j'aurais dû, il faut, ça c'est des mots forts, prendre 3 mois de break, mais en même temps, tu avais commencé Enable précisément parce que tu étais peut-être déjà en train de t'ennuyer dans ta vie bretonne parce que la voix tournait. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce côté peut-être peur du vide ou Ouais, alors quand tu es entrepreneur, quand je te dis un break, hein, tu vois, ça peut être un break qui prend une forme, tu pars aux US 3 mois et tu vas t'imprégner de la culture startup, hein, tu vois, pour moi c'est un break business pour toi-même. Mais j'ai rencontré d'ailleurs des entrepreneurs dans mes voyages qui ont revendu leur boîte et qui sont partis 1 an voyager de partout, rencontrer des entrepreneurs de partout dans le monde, et ils en sortent ultra grandis. Et donc le break, c'est pas forcément un break partir 3 mois sur la plage. Je pense qu'on n'est pas câblé comme ça. De toute façon, on n'y arriverait pas. On serait obligé de lire quand même 50 000 news et des bouquins et des choses comme ça. Mais non, c'est plutôt grandir en tant qu'entrepreneur, prendre du recul sur toutes les erreurs qu'on a fait. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire quand même sur l'année qui vient de s'écouler, c'est faire un bilan sur tes forces, tes faiblesses. Et c'est aussi pour ça, tu sais, quand je te dis bâtir une équipe où tu prends conscience de tes limites de compétences, c'est exactement ça. C'est que moi, je montrais plus de boîtes où tu vois, un exemple tout simple, mais le marketing aujourd'hui, l'inbound, l'outbound, c'est des sujets qui sont extrêmement compliqués. Donc tu as 2 choix. C'est soit tu vas dire, bon, ben moi, en tant que CEO, je vais m'en occuper, ou alors tu vas réaliser très rapidement que non, c'est des sujets où tu as des gens qui passent leur vie à ça. Ça fait 5 ans qu'ils font que ça. Et tu vas pas pouvoir les rattraper, ces gens-là, juste parce que tu as décidé de t'y mettre. Et parce que pour toi, il n'y a pas que le funnel de conversion et le click-to-rate qui existe. Toi, tu as plein de choses dans la tête. Exactement. Et bon, en tout cas, moi, je pense que c'est des périodes où tu prends du recul sur tes erreurs, sur tes succès, et tu t'en sers pour construire ta boîte d'après. Et c'est une prise de recul qui est difficile à prendre en tant qu'entrepreneur, parce que c'est dur, hein, de faire son autocritique, mais il faut le faire. Et une fois que tu sors de ça, bah, tu as une vision de tes futures boîtes qui est complètement changée. Et au final, le champ des possibles et l'ambition que tu peux avoir, en tout cas c'est le cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, tu n'as plus de limites. Parce qu'au final, tu te dis plus tiens, je vais faire une boîte comme ça, où il va falloir on va faire ces petites étapes où on va un peu tritouiller. Tu te dis plus ça. Tu te dis, écoute, moi maintenant je veux cette boîte là, je veux aller là pour faire cette société là. J'ai besoin de constituer une équipe avec des rockstars qui vont être dans le marketing, du sales, un customer success qui a de l'expérience, des CTO qui ont de l'expérience. Constituer une équipe de rockstars partout où tu sais que tu vas avoir des lacunes. Mais
Et donc, tu es au stade à ce moment-là où alors t'es un gagnant de l'euro-million qui passe au chômage en même temps, quoi. Mais c'est pas vrai parce que t'avais Nebel en parallèle. Il y avait, pareil, une autre personne que évidemment je citerai pas, un entrepreneur qui a revendu, qui me disait, au fond de moi, j'ai un peu la trouille de me dire, est-ce que j'ai réussi une fois, mais est-ce que j'arriverai à réussir une deuxième fois? Et quand tu me disais que tu repars fatalement d'une pente qui est un peu différente, où tu te bats pour aller chercher 500 euros, comment tu le vis justement le tout début? Ça c'est dur, hein. Ça c'est très dur. Ouais, c'est très dur. C'est un moment où t'as beaucoup de mal. C'est très difficile, hein, de repartir à zéro. Mais c'est pour ça aussi que tu vois, quand je te dis de le faire très différemment, c'est que je pense que si tu le fais pas différemment, si tu le fais exactement de la même manière, tu dois vite devenir, avoir des problèmes psychologiques et de motivation qui sont forts. Donc si tu le fais avec un état d'esprit différent, où tu as un braquet différent, où tu as une ambition différente, je pense que tu peux le faire. Mais ouais, de repartir à zéro. Alors après, j'ai réussi une fois, je peux pas réussir une deuxième fois. C'est une inquiétude que tu peux avoir. Après, moi, je le vois un peu différemment. Bon, t'as lu tous les bouquins sur les grands de ce monde, hein. Ils ont tous échoué, hein. Ils se sont mangés vraiment. Enfin, ils se sont tous mangés une fois, hein, même plusieurs fois, avant de réussir vraiment. Et je pense que c'est très nécessaire. Tu vois, quand tu arrives à prendre du recul sur moi, ça fait 15 ans que j'ai une boîte, c'est les échecs qui te font vraiment avancer. Quand ça marche, au final, tu n'arrives pas à prendre du recul et à vraiment tirer des leçons. C'est à chaque fois que tu t'es cassé la gueule que tu arrives à te relever. Donc, pour moi, l'échec, c'est pas une chance, mais c'est vraiment une opportunité d'apprendre et d'aller plus vite après, hein. Donc, j'ai pas peur d'échouer. C'est pas une inquiétude. Tu vois, après, on est en France, hein, donc l'échec, il est mal vu encore, comparé aux US, où tu vois, tu rencontres même des investisseurs qui te demandent si tu as déjà échoué, et eux, ils le valorisent beaucoup. Ils te disent, écoute, moi, j'aime bien les entrepreneurs qui ont déjà échoué. Sinon, tu es un failure virgin, pas le couchsurfing virgin. Exactement, tu es un failure virgin. Et être un failure virgin, c'est pas que c'est pas bien vu, mais ils aiment bien les gens qui ont échoué, parce qu'ils se disent, écoute, toi, tu sais où c'est que tu connais les erreurs que tu vas pas refaire. Donc ça change tout, hein, dans la manière d'appréhender le business et le fundraising derrière pour eux. Et donc, moi, il y a aussi une grande question que j'ai, qui m'interroge beaucoup sur Nebel plus Pélican. Parce que non content de monter une boîte, t'en montes deux, histoire de reculer encore plus le moment où tu vas passer 3 mois à aller apprendre des choses un peu partout dans le monde. Mais surtout, au-delà de ça, alors, il y a évidemment, j'imagine, une réalité économique, parce que c'est vrai que le fantasme de t'as gagné au loto, t'as plus besoin de travailler, même quand tu gagnes au loto, c'est pas vrai déjà. Qu'est-ce qui fait que tu montes Pélican à côté de Nebel, ou qu'est-ce qui fait que tu montes Nebel à côté de Pélican? Parce qu'on aurait pu dire, il y a peut-être des mondes dans lesquels tu montes un et pas l'autre. Et ça correspond à deux mondes différents. Parce que, alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, Pélican, c'est un projet qui est avant tout à impact social et environnemental. Enfin, c'est... Ouais, écoute, Pélican, ça vient d'un constat simple, hein, c'est que, bon, moi, comme je suis passé de Lyon à la Bretagne, j'habitais au bord de l'eau, promenais mon chien tous les soirs sur la plage. Et tous les soirs, je partais souvent avec un sac plastique de poubelle, un sac poubelle, et je le ramenais plein. Je le ramenais plein de déchets plastiques qui venaient de la mer, hein. Et pourtant, la Bretagne, c'est pas vraiment un endroit très pollué. Donc, parti de ce constat-là, quand tu passes de Lyon à la Bretagne, tu apprends à aimer l'océan d'une nouvelle manière, puisque t'es nouveau, alors que peut-être les Bretons adorent l'océan, mais l'océan lyonnais, c'est différent, quoi. Ouais, le Rhône, c'est pas exactement la même chose. Et au final, tu te prends d'amour pour l'océan et t'as envie de le protéger. Et Pélican, le projet, c'est un bateau complètement autonome qui est basé sur des carcasses de catamarans sportifs, hein, les petits catamarans sans moteur qui font 5-6 mètres, où on enlève le mât, on met une cuve une pelle de récupération des déchets flottants, il y a des moteurs électriques, batterie pour le durer 8 heures, complètement piloté par GPS, avec tout un tas d'indicateurs, hein, tu vois, les marées, la météo, etc. Et le but, c'est de ramasser les déchets flottants avant qu'ils coulent au large, parce que il y a un projet fantastique en ce moment qui vise à ramasser les déchets sur le 7e continent, enfin dans tous les vortex
de l'océan. Le problème, c'est que 95% des déchets, ils ont coulé bien avant ça. Et quand tu étudies un petit peu la chose, tu te rends compte que un sac plastique, il se désagrège en quelques semaines. Et une fois qu'il s'est désagrégé, il est mangé par les planctons, qui vont être mangés par les plus petits poissons, les plus gros, et puis ça finit dans ton assiette à la fin. Ça, plus tous les mammifères marins que tu peux voir qui meurent étouffés par des plastiques, ça, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me touche et qui me fait mal au cœur vraiment. Et t'as envie d'agir. Et tu te dis à un moment, écoute, j'ai cette idée de bateau, je peux mettre un peu d'argent pour le développer, donc allons-y, faisons-le, quoi. Et au final, j'ai trouvé beaucoup de gens d'extrêmement bonne volonté, hein. Je pense à Frédéric, à François, qui ont été là au début, à Alexandre, qui se sont dit, tiens, mais nous, ton projet, ça m'intéresse vraiment, je veux participer. Et finalement, c'est des projets où c'est pas que c'est plus grand que toi, mais c'est un but où tu te dis même, tiens, mais si on lance ce projet et que ça ramasse des plastiques et que ça peut sauver un dauphin et 3 tortues, tu te dis, j'aurais déjà fait quelque chose où j'ai sauvé un dauphin et 3 tortues, quoi. Et ouais, c'est des projets qui ont vraiment du sens, où tu et je sais pas, après, tu vois, on est la tête dans le guidon en tant qu'entrepreneur, mais tu te dis, tiens, à quoi bon, quoi ? À quoi bon gagner des millions, se battre pour être riche, si dans 10 ans, au final, la planète, elle est dans un tellement mauvais état que finalement, tu pourras même pas en profiter, et que ton seul souci, ça sera, tiens, est-ce que ce que je mange, il y a du plastique ou pas dedans, quoi. Et alors, du coup, quelque part, comment ça se fait que, si je te taquine un peu, qu'au moment où tu lances un autre projet après ta première boîte, c'est pas Pélican directement ? Parce que à l'époque, j'avais peut-être pas eu l'idée encore, ou j'avais peut-être pas eu, entre guillemets, tu vois, les couilles d'y aller. Peut-être dire un autre mot. Non, tu peux dire couille, hein. Couille, tu peux le dire ici, Okay, y a pas de problème. On peut le dire plusieurs fois. Ouais, en fait, c'est des projets où tu sais que tu vas pas gagner d'argent avec. Tu sais que ça va être peut-être même un gouffre, ça va être un projet passion. Mais c'est au fur et à mesure, tu vois, que tu marches dans le projet, que tu te rends compte que ça attire beaucoup de gens, ça attire beaucoup d'intérêt de tout le monde au final, de autant des personnes qui aiment l'océan que des institutions locales, etc. Et pourquoi est-ce que tu le montes pas direct ? Ouais, parce que t'as pas eu l'écoute de le faire au début. Et puis finalement, à un moment donné, tu passes le cap, tu t'enlèves le mât d'un catamaran, tu t'essayes de voir si tu peux monter une pelle de récupération, ça marche, et tu commences à développer des pièces en 3D. Tu vois, Frédéric nous imprimait des pièces en 3D dans tous les sens pour monter la pelle de récupération. Ouais, c'est un projet que tu fais un peu en marchant, mais finalement avec cet objectif qui est plus grand que toi, de nettoyer les océans. Et est-ce que ça a été c'est encore une gymnastique intellectuelle de tous les jours un peu différente d'être dans une boîte qui va pas gagner d'argent pour le reprendre, parce que pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, les deux coexistent en général assez bien. Quand tu es entrepreneur, surtout au début, il y a un moment où il faut que tu penses pas mal à l'argent, quoi, ouais, parce que c'est ce qui permet que le projet vive, déjà, entre autres choses. Ouais, en fait, c'est un projet que tu fais avec un état d'esprit 100% différent. Et tu réfléchis plus du tout de la même manière. Au lieu de réfléchir levée de fonds, tu vas réfléchir subvention. Au lieu de réfléchir chiffre d'affaires, tu vas dire ouais, mais attends, je préfère limite lui donner le bateau et que ça ramasse du plastique parce que ton objectif c'est de sauver des tortues. Donc tu es vraiment dans un état d'esprit qui n'a rien à voir, et c'est une gymnastique, mais qui est au final hyper intéressante, parce que tu te retrouves dans deux états d'esprit complètement différents, une boîte hyper capitalistique et puis une boîte philanthropique. Moi, j'aime bien ce grand écart. Ça permet de mettre un petit peu les deux choses en perspective. Et puis surtout, tu te rends compte d'une chose, hein, c'est que il y a quand même beaucoup d'argent dans le monde pas associatif, mais dans le monde de la protection de l'environnement. C'est de l'argent qui est pas facile à aller chercher, mais il y a quand même des fonds qui se débloquent. Donc ça reste quand même une histoire aussi d'argent, d'aller débloquer des subventions de manière différente, mais
c'est quand même un peu un sujet commun. Et tu y es bien arrivé à passer à cette gymnastique au début, où tu as eu des petits réflexes en disant alors attends, le bateau, le business model, tu le revends, alors mais non, on s'en fout parce qu'on veut sauver les tortues en fait. Non, au début et même encore un petit peu, tu vois, tu te dis non, moi je veux avoir un business model parce que qu'est-ce que tu regardes un petit peu autour de toi et tu te dis tiens, les business qui sont dans l'environnement, à chaque fois c'est des trucs qui sont faits par des hippies, j'ai pas rien contre les hippies, mais tu vois, c'est des projets qui ont ni queue ni tête, où il n'y a pas vraiment de vision plus qu'à 3 semaines, tu vois, c'est pas du tout une critique, mais c'est la réalité quand même de beaucoup de projets. C'est un peu une critique, mais c'est pas grave. C'est un peu une réalité d'un projet où il n'y a pas de gestion au long terme. J'en ai vu beaucoup des projets comme ça, et il n'y a pas de réalité économique, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment l'année prochaine on va boucler le budget. Et ça, c'est un gros problème, puisque d'ailleurs tu bosses beaucoup et au final, dans un an, tu n'as aucune idée si le projet va pouvoir continuer. Et la plupart des projets à ce moment-là s'arrêtent. Ils ont bossé un an parce qu'ils n'ont pas réussi à anticiper. Et moi, ce que je voulais arriver à faire, c'est amener une vision business dans un projet environnemental, avec une gestion quand même de trésorerie, avec une gestion, une anticipation de comment est-ce qu'on va vivre l'année prochaine, et avec aussi une vision de comment est-ce qu'on va faire pour que la chose soit rentable. Parce qu'un bateau qui ramasse des déchets, ça coûte entre 10 et 15 000 euros. Tu peux le vendre à des villes qui ont des plages à protéger, tu peux le vendre à tout un tas de communes, de mairies, d'endroits où il y a vraiment du travail. C'est vrai dans le sud de la France, c'est vrai principalement en Asie. Et tu as envie de mettre un business model là-dessus. Tu as envie d'être quand même de ramener un petit peu un côté business. Bon Yannick, merci. On va pas tarder à arriver à la fin de l'interview. Merci beaucoup pour tous ces témoignages qui, j'espère, donneront un peu de grain à moudre à certaines personnes qui se retrouveraient dans des situations similaires ou bien qui passionneront ceux qui sont pas là mais qui s'y intéressent beaucoup. J'ai essayé pas mal de questions de fin d'interview parce que ça permet de créer des clôtures et en toute honnêteté, j'aime pas trop les questions du genre quel conseil tu donneras à ton toi du passé parce que ça donne toujours la même réponse, ça donne fonce, tout va bien se passer, ce genre de choses. Ou bien c'est quoi les livres que tu conseilles, enfin c'est un peu de mal et donc j'ai testé quelque chose d'un peu différent avec toi qui est un classique quand même, mais là je t'ai laissé un peu de temps pour le préparer. C'est quoi la question qu'on te pose pas ou qu'on t'a pas posé et que je t'ai pas posé que t'aimerais qu'on te pose? C'est un sujet très intéressant. En fait, moi, c'est un sujet qui vient du groupe d'entrepreneurs dans lequel on est avec Sylvain, que tu as mentionné un peu plus tôt. Sylvain Tillon de Tilki, donc. De Tilki, ouais. Qui est la fixation d'un objectif presque dès le départ de ta boîte. Et je pense que ça, c'est très important. Et tu vois, pour lui, c'est un sujet extrêmement important. Il m'a ouvert les yeux beaucoup là-dessus. Entre associés, d'avoir des règles qui sont très claires sur le moment où on va sortir, si on a une proposition de revente à tel montant, à combien, est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non, et c'est pas vraiment une question que tu m'as pas posée, mais c'est plutôt un sujet qui t'intéresse, un sujet que tu veux partager, un sujet qui est pour moi extrêmement important, c'est l'anticipation des étapes d'une boîte, et notamment quand tu es associé, même quand tu es tout seul, mais quand tu es associé, définir, tu vois, si on dit tiens, si demain il y a quelqu'un qui vient et qui veut nous racheter 5 millions, on dit oui ou on dit non. Et évidemment, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps, mais c'est quand même un sujet qui est extrêmement important. Si aujourd'hui on est associés tous les deux et qu'il y a quelqu'un qui vient demain et nous dit tiens, je vous rachète 5 millions, est-ce qu'on s'étripe pendant 5 ans à se dire oui, non, ou est-ce qu'on dit oui dans les 2 minutes parce qu'on a signé un pacte ensemble où on est d'accord? Et je pense que ça, c'est quelque chose que je fais maintenant, c'est que je me fixe des objectifs très rapidement dans les projets, où je les revois régulièrement, mais je me dis tiens, si ça se passe comme ça, je prendrai cette décision-là pour aller dans ce sens-là. T'as des bons restes de développeurs parce que c'est if, then, else. Ouais, c'est exactement ça. C'est anticiper. Et je pense que le rôle d'un CEO, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'anticiper. Et si, tu vois, si tu me poses la question de comment est-ce que tu vois le rôle d'anticiper, au-delà de construire le rôle d'un CEO, c'est construire une équipe qui va construire une boîte qui te survivra et anticiper au maximum tout ce qui va se passer dans les 6 mois, 1 an, 5 ans à venir. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui nous écoutent, qui ont envie d'en savoir plus, soit sur tes projets, soit sur toi, ou t'envoyer un message? Écoute, sur mon LinkedIn, très clairement, Yannick Namia. Voilà, et on verra sur ton LinkedIn les différents projets que tu as en ce moment. Effectivement. Je te remercie et à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yaniro Podcast sur votre application de podcast.
Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de me faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro via le site www.yaniro.co.